c'est le bruit. C'est ça qui frappe en premier, même à travers les écrans, même à travers les milliers de kilomètres de fibres optiques qui nous séparent du chaos. Ce n'est pas le bruit des explosions, non. Ça, c'est ce qu'on voit aux nouvelles. Le bruit dont je parle, c'est ce bourdonnement sourd, constant, oppressant, celui de l'histoire qui est en train de basculer, là, maintenant, sous nos pieds. Nous sommes au 8e jour. 8 jours seulement. Ça paraît une éternité, n'est-ce pas ? On a l'impression que le monde d'avant, celui d'il y a 2 semaines, appartient à un autre siècle. 8 jours de guerre en Iran, et la situation ne se contente pas de déraper, elle est en train de fondre, littéralement, comme du plastique jeté dans un brasier. J'ai passé les dernières heures à éplucher tout ce qui sort des canaux officiels et officieux, et je vais être brutalement honnête avec vous. Ce que je vois me glace le sang. Ce n'est pas de la rhétorique. Ce n'est pas du sensationnalisme pour faire des clics. C'est la réalité froide et mathématique d'un effondrement systémique qui a déjà commencé. Donald Trump, celui qui avait promis d'être le président de la paix, vient de jeter un bidon d'essence sur le feu en exigeant une capitulation inconditionnelle. Plus de négociations, plus de diplomatie. Juste la soumission ou la destruction. Pendant ce temps, les services de renseignement russes, et ça c'est confirmé, fournissent des coordonnées précises pour que les missiles iraniens frappent les bases américaines. La Chine, elle, envoie des composants de missiles en urgence. Et au milieu de tout ça, les marchés de l'énergie sont en train d'exploser d'une manière que nous n'avons jamais vue, même pendant les pires crises des années 70. Les coûts de transport du gaz naturel liquéfié ont bondi de 650%. Vous avez bien entendu, 650%. Ce n'est pas une inflation, c'est une exécution sommaire de l'économie mondiale. Je sais ce que vous vous dites en ce moment. Vous vous dites que c'est loin, que c'est encore une guerre de sable et de pétrole qui ne vous touchera pas vraiment. Mais c'est là que vous faites l'erreur fatale. Ce moment précis, cette minute où je vous parle, pourrait bien être l'instant T où l'économie mondiale tout entière est entraînée dans l'abîme. Mais attendez, parce que l'économie, aussi terrifiante soit-elle, n'était même pas le développement le plus dangereux de ces dernières heures. Il y a quelque chose de bien plus sombre qui se trame dans les couloirs du pouvoir, quelque chose qui dépasse l'argent. Reprenons depuis le début de cette journée infernale. Les nouvelles ne s'arrêtent pas, elles s'empilent comme des cadavres. On commence à peine à entrevoir les conséquences économiques des prochains jours, et l'image est apocalyptique. Parlons de ce chiffre. 300 000 $ par jour. C'est le nouveau tarif pour affréter un méthanier, ces navires géants qui transportent le GNL, le gaz naturel liquéfié. La semaine dernière, c'était 40 000 $. Aujourd'hui, 300 000. Les traders, ces gens qui d'habitude ont du sang-froid dans les veines, sont en train de paniquer totalement. Ils cherchent fiévreusement des navires, n'importe quoi qui flotte et qui peut transporter du gaz, parce qu'ils savent ce qui arrive. Pourquoi cette panique ? Parce que le détroit d'Ormuz risque d'être fermé. C'est l'artère jugulaire du monde. Si on coupe ça, on coupe l'oxygène. Le Qatar, qui est le 2e plus grand producteur de GNL au monde, vient de lâcher une bombe médiatique. Il prévoit une augmentation du prix du gaz de 400%. Essayez d'imaginer ça sur votre facture à la fin du mois. Essayez d'imaginer ça pour une usine chimique en Allemagne ou une aciérie en France. C'est la faillite. C'est l'arrêt de mort. Et ce n'est pas tout. Le pétrole suit la même trajectoire délirante. On parle d'un baril à 90 $ aujourd'hui, mais les projections les plus sérieuses parlent de 150 $ dans quelques jours. Pourquoi ? Parce que les États du Golfe se préparent à fermer les vannes. Ils se préparent à une production restreinte, soit par stratégie, soit par nécessité sous les bombes. Si vous trouviez que faire le plein de votre voiture était douloureux hier, préparez-vous psychologiquement, car nous allons voir le litre d'essence dépasser les 3 €, peut-être même plus. C'est une certitude mathématique à ce stade. Mais au-delà des chiffres, il y a une question qui me hante. Une question que personne ne pose vraiment aux journaux télévisés de 20 heures, parce qu'elle fait trop peur. Est-ce que tout cela est vraiment accidentel ? Est-ce que cette escalade est juste le fruit de l'incompétence ou d'une série de malentendus ? C'est là qu'il faut se poser et réfléchir à la nature même du chaos. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont les grandes crises sont gérées. On nous vend souvent l'idée que nos dirigeants sont des pompiers essayant d'éteindre un incendie, mais avez-vous déjà considéré que, parfois, le pompier est aussi le pyromane ? Dans la psychologie du pouvoir, le chaos n'est pas un ennemi. Le chaos est une échelle, c'est une opportunité. Quand les structures stables s'effondrent, quand la peur paralyse les masses, c'est là que les plus grandes fortunes se construisent et que les libertés se restreignent le plus vite. La corruption n'est pas toujours une valise de billets sous une table. La forme la plus pure de corruption, c'est la création délibérée d'une crise pour justifier des mesures qui, en temps normal, seraient inacceptables. Regardez autour de vous. Qui profite de la hausse de 650% des coûts de transport ? Qui profite d'un baril à 150 $? Certainement pas vous. Certainement pas la petite entreprise du coin.
Ce sont les géants, les mastodontes qui ont les reins assez solides pour survivre et racheter les cadavres des plus petits. La stratégie ici n'était peut-être pas la victoire militaire, mais la consolidation économique par la destruction. C'est une leçon brutale. Ne regardez jamais la guerre seulement comme un affrontement d'armées. Regardez-la comme un transfert massif de richesses, du bas vers le haut, opéré sous le couvert de la fumée et du patriotisme. Alors, qui tire les ficelles de ce transfert ? Si on regarde du côté de Washington, la réponse semble brutale et sans nuance. Donald Trump a tranché. Il a annoncé, via sa plateforme Truth Social, qu'il n'y aura aucune négociation avec l'Iran. Zéro. Nada. Il exige une capitulation inconditionnelle. Vous vous rendez compte de la violence de cette posture ? Pour un pays comme l'Iran, avec son histoire, sa fierté, sa structure théocratique, demander une capitulation inconditionnelle revient à demander un suicide public. Trump a écrit « Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, sauf une capitulation inconditionnelle ». Il parle ensuite d'installer un grand leader acceptable pour rendre l'Iran plus grand et meilleur que jamais. C'est du langage de promoteur immobilier appliqué à la géopolitique nucléaire. C'est surréaliste. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la guerre ne va pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter. Trump vient de fermer la seule porte de sortie diplomatique qui restait entr'ouverte. En exigeant l'impossible, il garantit la continuation du conflit pour des semaines, voire des mois. Et l'Iran a répondu. Bien sûr qu'ils ont répondu. Le président iranien, Pezeshkian, a déclaré que nous entrons dans une nouvelle phase. Et c'est là que le détail technique devient terrifiant. Jusqu'à présent, le Pentagone se félicitait. Il disait « Regardez, le nombre de tirs de missiles iraniens a diminué ces 2 derniers jours. Nous sommes en train de gagner. » Donald Trump a célébré ça comme une victoire personnelle. Mais quelle naïveté, quelle arrogance aveugle. Ce que les analystes militaires sérieux savent, et ce que les médias grand public commencent à peine à comprendre, c'est que l'Iran n'était pas en train de s'essouffler. Ils étaient en train de faire le ménage. Ils ont vidé leur stock de vieux missiles, ceux qui étaient obsolètes, pour saturer les défenses, pour tester le dôme de fer, pour voir comment les Américains réagissent. Maintenant que les stocks sont vides, la vraie technologie entre en scène. L'Iran a annoncé l'utilisation de ses missiles Khaybar-Shekan. Ce n'était pas juste un nom exotique pour faire peur, c'est une rupture technologique sur le champ de bataille. Pourquoi ? 3 raisons qui devraient vous empêcher de dormir. Premièrement, ces missiles utilisent un combustible solide. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés pendant des heures avant le lancement. Ils peuvent être sortis d'un tunnel, dressés et tirés en quelques minutes. Pour les satellites israéliens et américains qui surveillent chaque centimètre carré de l'Iran, c'est un cauchemar. Le temps de préavis passe de plusieurs heures à quelques minutes. Deuxièmement, leurs têtes sont manœuvrables. Elles ne suivent pas une bête trajectoire balistique prévisible. Elles peuvent changer de cap en phase finale, ce qui rend les systèmes d'interception comme le Patriot ou le Arrow beaucoup moins efficaces. Et troisièmement, ils ont une signature radar réduite. Ils sont furtifs, précis et conçus pour être tirés en salve massive. Donc, quand Trump crie victoire parce que les tirs ont baissé pendant 48 heures, il ignore le fait que l'ennemi rechargeait simplement son arme avec des balles plus grosses. Les médias rapportent que l'escalade reprendra dès ce week-end. Demain ou après-demain, le ciel du Moyen-Orient va s'embraser d'une manière inédite. Et cela m'amène à une réflexion sur notre propre perception de la réalité. Nous voyons des dirigeants célébrer des victoires statistiques, des graphiques qui descendent, en ignorant totalement la réalité du terrain. Est-ce que l'histoire ne nous a rien appris sur l'orgueil des puissants ? Il y a un concept en psychologie et en stratégie qu'on appelle l'hubris. C'est cet excès de confiance, cette arrogance qui précède la chute. C'est le capitaine du Titanic qui refuse de ralentir parce que son navire est insubmersible. Aujourd'hui, nous voyons cette même dynamique à l'œuvre. Le pouvoir a cette capacité terrifiante de vous isoler de la réalité. Quand vous êtes entouré de conseillers qui ont peur de vous contredire, quand vous vivez dans une bulle de succès passé, vous commencez à croire que votre volonté seule suffit à plier le monde. Mais l'ennemi, lui, ne vit pas dans votre bulle. L'ennemi a un vote. L'ennemi s'adapte. L'erreur fondamentale est de croire que l'autre camp pense comme vous, qu'il a les mêmes peurs, les mêmes calculs rationnels. Mais face à une menace existentielle, la rationalité change de visage. Sous-estimer la résilience ou l'ingéniosité de celui qu'on accule est la faute la plus grave qu'un dirigeant puisse commettre. Ce n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est une faille morale. C'est le refus de voir l'humanité et la complexité de l'autre, et c'est généralement à cet instant précis, au sommet de la confiance, que le piège se referme. Le piège est en train de se refermer, et il est beaucoup plus grand que l'Iran ou Israël. Regardons vers la Méditerranée. Regardons vers une petite île dont on parle peu d'habitude, Chypre. La situation là-bas est en train de devenir le détonateur d'une guerre mondiale, et je pèse mes mots. Chypre discute ouvertement d'une adhésion à l'OTAN.
Le président chypriote l'a dit, si c'était possible, nous déposerions notre candidature demain matin. Il prépare déjà le terrain au niveau militaire et administratif. Pourquoi maintenant ? Parce que Chypre a été ciblée. Des drones, des missiles ont frappé ou survolé l'île ces derniers jours. Que ces attaques viennent de l'Iran ou qu'il s'agisse, comme certains le murmurent, d'une opération false flag, sous faux drapeau, orchestrée par Israël pour forcer l'Occident à intervenir, le résultat est le même. Si Chypre rejoint l'OTAN et qu'elle est attaquée à nouveau, c'est l'article 5. L'article 5, c'est la clause de défense collective. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Cela signifierait que la France, l'Allemagne, les États-Unis seraient obligés, par traité, d'entrer en guerre directe. Jusqu'à présent, la Turquie bloquait tout rapprochement entre Chypre et l'OTAN. Mais dans le chaos actuel, les vieilles alliances et les vieux vétos peuvent sauter en une nuit. Le monde change à la vitesse de la lumière. Si Chypre bascule, nous ne sommes plus spectateurs, nous sommes combattants. C'est effrayant de voir à quel point les mécanismes que nous avons construits pour nous protéger peuvent devenir les mécanismes de notre propre destruction. Est-ce que nous sommes en train de signer notre arrêt de mort avec de l'encre bureaucratique ? Pensez à la responsabilité civique, pensez aux alliances. On nous apprend que l'union fait la force, que les alliances sont des boucliers, mais philosophiquement, une alliance est aussi une chaîne. Vous vous liez au destin de quelqu'un d'autre, vous liez la sécurité de vos enfants aux décisions prises par un gouvernement à des milliers de kilomètres, sur une île dont vous ne connaissez peut-être même pas la capitale. C'est la fragilité inhérente aux grands systèmes interconnectés. Un seul domino tombe et tout le monde s'écroule. Il y a une leçon ici sur l'autonomie et la souveraineté. Quand nous déléguons notre sécurité à des traités automatiques, nous abandonnons notre capacité de jugement moral. Nous acceptons par avance de nous battre pour des causes que nous n'avons pas choisies, à des moments que nous n'avons pas décidés. La vraie stratégie, dans la vie comme en politique, c'est de garder sa liberté de mouvement. Dès que vous êtes enfermé dans un système rigide, vous devenez un passager dans un véhicule qui fonce vers le mur sans pouvoir toucher au volant. C'est terrifiant, mais c'est exactement là où nous en sommes. Et si le véhicule fonce vers le mur, c'est aussi parce que d'autres conducteurs appuient sur l'accélérateur depuis la banquette arrière. Parlons des vrais acteurs de ce conflit, ceux qui ne sont pas sur l'affiche, mais qui écrivent le scénario. La Russie et la Chine. Des rapports explosifs viennent de sortir dans la presse américaine, notamment le New York Post et le Washington Post. Poutine ne se contente pas de regarder, il participe. La Russie fournit à l'Iran des renseignements satellitaires et électroniques précis sur les positions américaines au Moyen-Orient. Depuis le début de l'opération, Moscou donne à Téhéran les coordonnées des navires de guerre US, des bases aériennes, et pire encore, des bases secrètes de la CIA et des systèmes radars dans les pays arabes voisins. Vous comprenez la gravité de la chose ? Si les missiles iraniens tombent avec autant de précision, ce n'est pas par chance. C'est parce qu'ils sont guidés par les yeux de la Russie. C'est la réponse du berger à la bergère. Les États-Unis fournissent des renseignements à l'Ukraine pour frapper les Russes. Très bien. Poutine fait exactement la même chose en Iran pour frapper les Américains. C'est une guerre par procuration, symétrique, brutale. Et la Chine ? Elle n'est pas en reste. Elle livre les kits de missiles, les composants électroniques, tout ce qu'il faut pour que l'Iran puisse continuer à produire des munitions. L'objectif de Pékin et de Moscou est limpide. Enliser les États-Unis dans un nouveau conflit interminable au Moyen-Orient. Épuiser leur stock, épuiser leur économie, détourner leur attention de l'Ukraine et de Taïwan. C'est un piège géostratégique parfait. Donald Trump a même annoncé qu'il allait retirer les systèmes de défense antimissiles de Corée du Sud pour les envoyer en Israël. C'est du pain béni pour la Chine. Pékin gagne sur les deux tableaux. Les États-Unis s'affaiblissent en Asie et s'embourbent en Perse. Il ne serait pas surprenant que Xi Jinping profite de ce vide pour faire un mouvement sur Taïwan dans les jours ou semaines à venir. Tout est lié. Le puzzle se met en place, et l'image finale est celle d'un conflit mondialisé. Mais au milieu de ces mouvements de troupes et de ces transferts de technologie, il y a une dimension encore plus sombre. C'est la manipulation de l'information. On nous parle de démocratie contre dictature, de liberté contre tyrannie. Mais regardez les faits. Regardez les mains qui s'échangent des armes sous la table. À qui peut-on vraiment faire confiance quand tout le monde ment ? La confiance est la monnaie la plus précieuse et la plus rare en temps de crise. Mais la vérité est la première victime de la guerre. Nous sommes bombardés de narratifs. D'un côté, on nous vend une intervention chirurgicale nécessaire. De l'autre, une résistance héroïque. Mais la réalité, c'est que nous sommes des pions sur un échiquier dont nous ne voyons même pas les bords. La manipulation n'est pas seulement de nous faire croire des mensonges, c'est de nous empêcher de poser les bonnes questions. On nous focalise sur l'émotion, sur la peur immédiate, pour que nous ne regardions pas les mécanismes froids qui tournent en arrière-plan.
Apprendre à voir au-delà du rideau de fumée, c'est une compétence de survie. Il faut écouter ce qui n'est pas dit. Il faut regarder où l'argent va, pas où les caméras pointent. Dans votre propre vie, c'est pareil. Quand quelqu'un essaie de vous manipuler par l'émotion, faites un pas en arrière. Analysez l'intérêt. Cherchez le froid calcul derrière la chaude colère. C'est la seule façon de rester libre dans un monde conçu pour vous asservir mentalement. Et si on applique cette grille de lecture, si on cherche l'intérêt froid derrière la chaude colère, on tombe inévitablement sur une chose. Une seule. L'or noir. À la télévision américaine, le masque commence à tomber. Les analystes ne parlent plus de libérer le peuple iranien ou de sécuriser la région. Ils parlent de Karg Island, l'île de Karg. C'est un petit bout de terre dans le nord du golfe Persique, à environ 30 km des côtes. Pourquoi cette île ? Parce que 90% du pétrole iranien passe par là. C'est le robinet. Et on entend maintenant des voix, sur les grands plateaux télévisés, dire calmement « Il faudrait prendre l'île de Karg ». C'est hallucinant de cynisme. Après l'Irak, après la Libye, après le Venezuela, nous y revoilà. Le schéma se répète avec une précision écœurante. On nous vend des idéaux, mais on planifie des braquages. Donald Trump avait juré de ne pas commencer de nouvelles guerres. Il avait juré de ramener les boys à la maison. Et pourtant, le voilà qui lance potentiellement le plus grand conflit de ce début de siècle. Et pourquoi ? Pour le contrôle des ressources, pour s'assurer que le robinet reste entre de bonnes mains, ou pour le fermer afin d'étouffer un rival. Franchement, j'ai envie de vomir. Cette répétition de l'histoire est insupportable. On nous prend pour des imbéciles. On nous demande de soutenir une escalade qui va nous coûter nos économies, notre sécurité, peut-être même la vie de nos enfants, si l'OTAN s'en mêle. Tout ça pour que le contrôle d'un flux d'hydrocarbures change de main. Je suis, et je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi, profondément déçus. Déçus par les promesses non tenues. Déçus par cette incapacité chronique de l'humanité à trouver d'autres voies que la prédation. Nous sommes à un point de bascule. Ce n'est plus une expression journalistique. C'est un constat physique. La Russie est impliquée. La Chine est impliquée. L'Europe est au bord d'être entraînée via Chypre. Les prix de l'énergie vont mettre à genoux les classes moyennes occidentales. Et au centre de tout ça, une administration américaine qui semble avoir choisi la voie de l'escalade maximale, persuadée qu'elle peut bluffer tout le monde. Mais on ne bluffe pas avec la physique. On ne bluffe pas avec la faim, avec le froid, avec la survie des nations. Ce que ces événements révèlent sur la nature humaine est tragique. Nous sommes des créatures d'habitude, même dans nos erreurs. Nous répétons les cycles de destruction parce que l'avidité et la peur sont des moteurs plus puissants que la sagesse. Nous construisons des sociétés complexes, technologiques, interconnectées, mais nos cerveaux reptiliens sont toujours aux commandes. La politique, au final, n'est que la manifestation de ces instincts primaires à une échelle industrielle. Je ne sais pas si ce train peut encore être arrêté. Peut-être que les freins ont lâché il y a longtemps et que nous ne faisons que réaliser la vitesse maintenant. Mais ce que je sais, c'est que nous devons rester lucides. Ne cédez pas à la panique, mais ne cédez pas non plus à l'aveuglement. Regardez la réalité en face, aussi laide soit-elle. Préparez-vous, mentalement et physiquement, à des temps plus durs. Parce que l'histoire ne s'arrête pas, et elle ne nous attendra pas. Elle est en marche, et elle écrase tout sur son passage. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre propre compréhension du monde, notre propre intégrité face aux mensonges. C'est peu, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Restez vigilants. Le monde de demain ne ressemblera pas à celui d'hier.